La séance est ouverte. La présidente de l'Assemblée nationale a reçu du Premier ministre une lettre l'informant qu'il avait décidé de prolonger la mission temporaire confiée à M. Florent Boudié, député de la 10e circonscription de la Gironde. En conséquence, acte est pris, d'une part, de la cessation le 19 juillet 2026 à minuit du mandat de M. Florent Boudié, d'autre part, de son remplacement par Mme Marie-Sophie Bernardo, élue en même temps que lui à cet effet. L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. La parole est à M. Lionel Duparé, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues rapporteurs, chers collègues, nous voici au terme du chemin parlementaire devant conduire à l'adoption de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire. La réunion de cette CMP a été à l'image de l'examen du texte dans les deux chambres. Elle s'est tenue dans une atmosphère constructive et, à son issue, l'ensemble des groupes présents a adopté la proposition de loi. Ce texte comporte effectivement des avancées importantes, par exemple au sujet du sport professionnel féminin, et j'en profite d'ailleurs pour remercier notre co-rapporteure Véronique Riotton, contre le piratage, et je salue Sophie Mette. Certains auraient peut-être aimé aller plus loin, notamment sur la question de la multipropriété, mais au final, nous avons tous le sentiment que cette proposition de loi constituera un jalon essentiel pour le sport professionnel français. La CMP a permis de trouver un équilibre satisfaisant sur la quarantaine d'articles qui restaient en discussion. Certains sujets ont concentré les débats. Je pense notamment à l'encadrement des rémunérations versées au sein des fédérations délégataires. Le compromis trouvé sur ce point repose sur un plafonnement de la rémunération des dirigeants à hauteur de 3 fois le plafond de la sécurité sociale, soit environ 145 000 € bruts par an, et pour les salariés, à hauteur de la rémunération maximale pouvant être versée dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, soit environ 450 000 € bruts par an. Une dérogation à ce plafond sera possible pour les seuls salariés. Elle supposera une autorisation du ministre des Sports à la demande du président d'une fédération délégataire. En pratique, cette dérogation devrait principalement concerner les fonctions d'encadrement d'une équipe de France. Par ailleurs, chaque année, le ou la ministre chargée des Sports sera informé par les fédérations de l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants et aux salariés. À l'article 2, la CMP a décidé de limiter à 1 an, 6 mois renouvelables une fois, la durée de la convention de subdélégation provisoire imposée par le ministère à une fédération et à une ligue professionnelle en cas de non-renouvellement. Cette position me paraît équilibrée, étant entendu que les ligues auraient souhaité que la situation transitoire puisse se prolonger jusqu'à 5 ans, tandis que les fédérations ne voulaient pas entendre parler d'une telle mesure. Là encore, un équilibre permettant d'officialiser le rôle du ministère comme médiateur entre les parties. Un autre sujet de débat portait sur les modalités d'association des supporters à la gouvernance du sport professionnel. L'équilibre trouvé me semble là aussi être le bon. Des comités de dialogue permanents devront être créés et seront consultés avant les décisions structurantes des fédérations, ligues ou sociétés commerciales. Enfin, sur le sujet du contrôle des projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaire d'une société sportive, il a été convenu de renforcer sensiblement ce contrôle et de reconnaître un pouvoir d'opposition aux directions nationales de contrôle et de gestion, les DNCG, assorti de sanctions importantes. Le dispositif proposé vise à éviter le renouvellement de difficultés comparables à celles observées, par exemple, à Bordeaux encore très récemment. S'agissant de la multipropriété, nous avons renforcé fortement les contrôles sans aller jusqu'à interdire son principe. Une telle interdiction nous a paru relever d'une initiative européenne. À ce titre, j'apporte mon soutien à la proposition de résolution européenne visant à l'interdiction de la multipropriété des clubs de football professionnels au niveau européen, déposée le 10 juillet par le président de notre commission, Alexandre Portier. En complément de ces deux sujets, d'autres réformes importantes sont introduites
par cette proposition de loi. L'encadrement de la profession d'agent sportif est rénové, le mécanisme du salary cap est clarifié, les obligations d'honorabilité sont renforcées. À mon sens, l'Assemblée nationale a fait œuvre utile et je me réjouis que l'ensemble des groupes politiques aient apporté leur pierre à cet édifice sur un texte plus technique qu'il n'y paraît, et je tiens à remercier aussi nos administrateurs pour leur disponibilité et leur professionnalisme. À l'Assemblée comme ailleurs, le sport continue donc de rassembler. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous invite donc à adopter le texte qui vous est proposé. Merci, monsieur le député. La parole à présent à monsieur Belkir Belhaddad, rapporteur de la commission mixte paritaire. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. L'examen de cette proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion, au financement du sport professionnel approche de son terme et le bilan de ce match parlementaire me semble positif. Les conditions d'examen avec des sujets aussi divers et complexes auraient mérité plus de temps. Sans avis du Conseil d'État et d'une étude d'impact, l'exercice est plutôt difficile. C'est presque gravir l'Everest par la face nord, mais nous sommes arrivés, tous ensemble. C'est pour ça que je veux remercier mes collègues rapporteurs, Madame la Ministre et son cabinet, Monsieur le Président de la Commission, et l'esprit de coopération de tous les groupes politiques et les administrateurs d'avoir œuvré à ce résultat. La réunion de la commission mixte paritaire a effectivement permis de confirmer les principales avancées de ce texte et d'en affiner la rédaction. Les acteurs du sport professionnel disposeront désormais des outils nécessaires au développement de leur discipline dans un cadre qui renforce à la fois la transparence, l'éthique et le contrôle de la gouvernance du sport professionnel. Je souhaite dire quelques mots sur les 3 points saillants portant sur la réforme de la gouvernance du football professionnel, de l'audiovisuel et les paris sportifs. S'agissant de la réforme de la gouvernance du football professionnel, la CMP a permis de préserver à l'article 6 les équilibres issus des débats de l'Assemblée nationale, lesquels ont tenu compte des négociations intervenues durant l'année écoulée entre la Fédération, la Ligue du football professionnel et les familles du football. L'esprit du texte voté en 2025 par le Sénat n'en est pas moins pleinement respecté. Cette réforme ne résoudra pas tout sur un plan économique, notamment elle permet de tirer les leçons du passé et de plus de responsabilisation des clubs. Bien que le football professionnel sera géré et organisé par une société de clubs, nous préservons notre modèle sportif français, puisque le principe de ligue ouverte y est réaffirmé, ainsi que le rôle central de la fédération, garante de l'intérêt général de la discipline. Nous avons dessiné un cadre plus démocratique que celui de la Ligue actuelle, mais aussi plus strict, avec une intervention claire des conflits d'intérêts. Partageant totalement cette ambition sur ce point, il aurait été peut-être plus important, mais c'est qu'un avis personnel, de rester à l'écriture initiale sortie du Sénat quant aux fonctions concernées. Je regrette également que la position que j'avais défendue de renvoyer aux acteurs le soin de déterminer les conditions de participation de certaines familles, je pense notamment aux sportifs professionnels ou entraîneurs, n'ait pas été retenue. La voie consultative est pour moi une régression par rapport à la situation d'aujourd'hui. S'agissant de l'audiovisuel, la CMP a permis d'apporter des compléments utiles. Nous avons par exemple indiqué que l'écart de distribution des revenus audiovisuels serait au maximum de 1 à 3 et qu'il serait déterminé par la fédération. La Ligue professionnelle et la société de clubs auront cependant leur mot à dire, bien entendu, pour la définition des critères de répartition de ces produits, qu'il y ait une initiative de l'Assemblée nationale intégrera un nouveau critère, celui des actions de développement du sport professionnel féminin. Nous avons également trouvé une rédaction qui permettra d'expérimenter la publicité virtuelle. Nous avons aussi réformé en profondeur le dispositif de lutte contre le piratage. Je salue à ce titre l'implication de notre collègue Sophie Mette, qui est à l'origine des dispositions confiant un pouvoir de sanction pécuniaire à l'Arcom et de l'adoption de plusieurs articles additionnels. Sur la diffusion du sport professionnel, le travail n'est cependant pas complètement achevé, puisqu'il y aura, Madame la Ministre, une seconde mi-temps. J'ai effectivement bien noté votre engagement, l'engagement que vous avez pris de modifier dans les 6 à 8 mois qui viennent le décret relatif aux événements d'importance majeure pour y inclure la diffusion des finales européennes ou mondiales des équipes françaises de certains sports.
Tout au long de l'examen du texte, j'ai porté avec mes collègues rapporteurs, et en particulier Véronique Rioton, très engagée, comme vous le savez, sur ce sujet, le renforcement de la visibilité et de la promotion du sport féminin à la télévision. Une nécessité pour contribuer à l'essor économique des disciplines concernées. En matière de paris sportifs, la proposition de loi comporte également plusieurs avancées importantes. 7 articles figurent dans le texte adopté par la CMP qui forment effectivement un ensemble cohérent. Les parieurs qui harcèlent les sportifs encourent désormais une interdiction administrative de jeu et une peine judiciaire complémentaire d'interdiction de jeu. Les 18-25 ans qui sont au centre des problématiques d'addiction verront leur possibilité d'augmenter les pertes d'être encadrés. Le blocage des flux financiers vers les opérateurs illicite sera facilité, et les pouvoirs de blocage de l'autorité nationale du jeu seront renforcés, notamment vis-à-vis des VPN. Mes chers collègues, en matière de paris sportifs, d'audiovisuel et de gouvernance, notre Assemblée a donc fait œuvre utile. Je vous invite donc ainsi à confirmer ces avancées en adoptant cette proposition de loi dans la rédaction issue de la CMP. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole à présent à Madame Marina Ferraille, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Monsieur le Président de la Commission, cher Monsieur Portier, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour la lecture des conclusions de la Commission mixte paritaire portant sur la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Ce texte est en effet attendu et structurant, en témoignent d'ailleurs les débats qui nous ont occupés dans les deux chambres et qui ont été, ça a été rappelé par le rapporteur, riches, respectueux et constructifs, et je tenais à vous en remercier. Ces débats ont permis de préciser et d'enrichir le texte qui contient désormais 45 articles et qui a été adopté à l'unanimité par la dite commission mixte paritaire. Permettez-moi de rappeler que ceux qui réduisent ce texte à une simple réponse à la crise du football français n'en ont fait qu'une lecture partielle, car cette loi, structurée en 4 axes majeurs, permettra, dès son adoption, cela a été rappelé, de lutter contre le piratage, de réaffirmer l'architecture du modèle du sport professionnel français, de donner les moyens au sport professionnel féminin de se développer et enfin d'accompagner la réforme de la gouvernance du football professionnel. Alors, concernant le premier point sur la lutte contre le piratage, qui est, vous le savez, un fléau qui va bien au-delà du sport. L'Arcom chiffre les pertes qui découlent du piratage à hauteur de plus de 1,5 milliard d'euros, dont plus de 300 millions d'euros pour le sport. Ce sont des clubs, des emplois et la capacité à investir qui sont directement menacés. Mais au-delà de l'enjeu économique, c'est aussi un enjeu de protection des publics qui s'exposent via les IPTV ou des plateformes à des contenus illicites et à une utilisation frauduleuse de leurs données. Lutter contre le piratage, c'est aussi créer les conditions pour l'accès à une offre sportive payante à un tarif décent pour les utilisateurs. L'article 5, dans sa rédaction initiale, a pour objectif de permettre la commercialisation des droits audiovisuels en un seul lot. Cette possibilité ouvre la voie à une offre plus lisible et plus attractive pour le public. Je salue donc le travail de la commission mixte paritaire pour préserver l'objectif de cet article en levant l'obligation de diffusion d'un match en clair qui, même si elle poursuivait un but louable, celui de rendre le sport visible au plus grand nombre, risquait de produire des effets contraires au but recherché. Deuxième point concernant l'architecture du modèle du sport professionnel français. À l'heure où de plus en plus de modèles de ligues fermées, inspirés de ce qui se fait aux États-Unis, émergent en Europe, il est essentiel de défendre notre modèle et de le porter au-delà de nos frontières. Je l'ai par ailleurs rappelé de mes vœux au mois de mai lors du Conseil des ministres des Sports de l'Union européenne. Ce texte nous permet de faire un premier pas en ce sens, en rappelant tout d'abord le caractère conventionnel de notre organisation par délégation et subdélégation de services publics, mais également en rappelant notre attachement à un système de ligue ouverte qui favorise le mérite sportif et l'ancrage territorial de nos clubs. Et enfin, en rappelant la solidarité financière indispensable entre le monde professionnel et le monde amateur, à laquelle solidarité nous sommes extrêmement attachés. Dans cette organisation pyramidale, la place du ministère des Sports est, vous le savez, essentielle. C'est tout l'objet d'ailleurs de l'article 2 du texte. Vous avez décidé de renforcer le pouvoir d'opposition du ministère au retrait d'une subdélégation d'une ligue à une fédération. Cette évolution me semble très utile afin de limiter les effets potentiels de conflits de personnes. Vous avez aussi redonné au ministère la capacité de donner force exécutoire à un projet de convention temporaire dans le cadre des négociations de renouvellement de subdélégation qui n'aboutiraient pas. Il est en effet essentiel que le ministère des Sports puisse disposer de moyens de médiation
autre que la seule menace du retrait de délégation à une fédération. La durée ajustée à 6 mois, renouvelable une fois, permet de répondre à l'objectif de médiation. Par ailleurs, le modèle français repose sur ses organes de contrôle de gestion. Le contrôle confié à la DNCG, armée d'un pouvoir de sanction renforcé, permet désormais de tenir compte du risque potentiel d'une situation de multipropriété. Ce rôle renforcé de la DNCG est plus pertinent qu'une interdiction pure et simple. Mais vous le savez, c'est à l'échelle européenne que le sujet de la multipropriété doit être traité et pas au seul échelon national, afin de préserver la compétitivité des clubs français face à la concurrence internationale. Troisième point, concernant le sport professionnel féminin. Il est encore trop souvent une variable d'ajustement d'un secteur masculin en difficulté, messieurs. Ce texte est l'occasion d'ouvrir de nouvelles possibilités pour permettre au secteur féminin de se développer de manière autonome. Désormais, il sera possible, au sein d'une même association sportive, d'avoir 2 sociétés sportives professionnelles distinctes, l'une dédiée à la structure féminine et l'autre dédiée à la structure masculine. Ce texte prévoit également qu'une fédération puisse créer plusieurs ligues professionnelles afin de gérer distinctement les compétitions masculines et les compétitions féminines. Je suis très attachée au fait que nous offrions au sport féminin un maximum de souplesse pour pouvoir organiser ces compétitions professionnelles sur le modèle le plus adapté à la maturité et à la stratégie, bien évidemment, de chaque discipline. C'est un préalable, je le crois, indispensable au développement économique du sport professionnel féminin. Enfin, quatrièmement, et dernièrement, concernant la réforme du football professionnel. Si le football professionnel français se porte bien, on peut le dire, au niveau des résultats, en témoignent notamment les résultats récents. Vous le savez, le Paris Saint-Germain qui a réussi son back-to-back, les joueuses de l'OL Lyon qui ont quant à elles atteint la finale de la Ligue des champions féminines, ou le parcours des Bleus que je tiens quand même à saluer, même si nous n'avons pas atteint la finale. Voilà, l'objectif initial est quand même atteint et je crois qu'on peut quand même remercier nos Bleus de nous avoir, on va dire, portés, voilà, pendant ces quelques semaines de la Coupe du Monde. Et je tiens à saluer nos Bleus, à remercier le capitaine qui les a emmenés et également à saluer la carrière de notre sélectionneur Didier Deschamps et à le remercier pour tout ce qu'il a apporté au football français. En revanche, vous le savez, d'un point de vue financier et économique, le football professionnel français traverse une crise réelle et profonde. Les droits de diffusion s'élevaient à un montant annuel de 1,153 milliard d'euros en 2020, contre 205 millions d'euros attendus en 2026. C'est dire, c'est une baisse de plus de 80% en 6 ans. Et donc, malgré l'apport d'oxygène du fonds d'investissement CVC en 2022, la baisse des droits audiovisuels et les conflits des diffuseurs ont mis en lumière les limites du modèle économique actuel et les difficultés de gouvernance. C'est d'ailleurs de cette crise qu'est née la mission d'information des sénateurs Laurent Lafon et Michel Savin sur la financiarisation du football professionnel qui a conduit à l'écriture de ce texte et je tenais à saluer leur travail. Cette proposition de loi permet à présent de créer une société commerciale de clubs pour gérer l'organisation et la commercialisation des compétitions professionnelles. Et cette nouvelle structure permettra de responsabiliser les acteurs, clubs et fédérations qui deviennent actionnaires de cette nouvelle forme de ligue professionnelle, tout en associant aussi les familles avec voix consultative à la gouvernance. Je veillerai à la mise en œuvre de la dite société commerciale d'ici la fin de l'année 2026. À l'heure où le déficit opérationnel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 est estimé à 1,3 milliard d'euros et nécessitera une recapitalisation des clubs à hauteur de 700 millions d'euros, cette évolution est absolument indispensable. Sur ce chapitre également, grâce à vos travaux, nous actons certaines avancées pour moderniser les sources de revenus de nos clubs. D'abord sur la publicité virtuelle. Le texte sécurise et encadre l'usage des technologies d'incrustation dynamique lors des diffusions audiovisuelles, permettant à nos clubs de multiplier leurs inventaires commerciaux, notamment à l'international, sans dénaturer l'expérience des spectateurs. Sur les jeux en ligne, enfin, nous renforçons la régulation et la protection de l'intégrité des compétitions face au risque de manipulation, tout en optimisant le retour financier de l'écosystème des paris vers le financement du sport. Toutefois, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Je suis et je demeure opposée à la mesure concernant le plafonnement des rémunérations des salariés des fédérations et des ligues. Bien qu'étant liées au ministère par une convention de délégation de service public, les fédérations demeurent des entités de droit privé, dont certaines génèrent des revenus propres bien supérieurs aux subventions allouées par l'État pour exercer leur mission de délégation de service public. Par exemple, pour la Fédération française de football, la subvention publique représente 1,7%
du budget de la fédération. Comment justifier dès lors que le ministre ait un droit de regard sur la rémunération de ses salariés? Mais vous en avez décidé ainsi. Alors ceci étant dit, et en conclusion, je dirais que cette proposition de loi poursuit un double objectif, qui est celui de moderniser l'organisation du sport professionnel français d'une part, tout en renforçant un modèle reconnu dans le monde entier d'autre part. En consolidant les relations entre fédérations, ligues et ministères, c'est finalement une singularité française que nous réaffirmons. En élargissant le champ d'action de nos organes de contrôle, c'est une reconnaissance de leurs compétences que nous valorisons. En permettant au sport professionnel français de se structurer, nous donnons à nos équipes féminines les moyens de continuer à performer comme elles le font au niveau international. Enfin, en offrant la possibilité aux clubs de s'organiser en société de clubs, c'est leur compétitivité dans un écosystème de plus en plus concurrentiel que nous renforçons. Si nous sommes performants sportivement et si la qualité de notre formation n'est plus à démontrer, nous devons toutefois, vous le savez, encore progresser sur la structuration de notre modèle professionnel. Nos équipes rayonnent dans toute l'Europe. Les affluences dans les tribunes n'ont jamais été aussi hautes, ce qui témoigne bien de l'attachement des Français à leur club, club que nous devons protéger. Face à une offre sportive de plus en plus importante et ne connaissant plus de frontières, nous ne pouvons pas risquer de prendre du retard sur nos voisins. C'est pourquoi je vous inviterai, si vous en êtes d'accord, à voter ce texte qui fait suite à un travail parlementaire rigoureux. Et enfin, pour que les acteurs du sport se saisissent au plus vite des dispositions de ce texte, je m'engage à publier dans les meilleurs délais les décrets d'application sur lesquels les services du ministère, je vous l'indique, sont d'ores et déjà à la tâche. Et puis, comme le disait le rapporteur Belhaddad, j'aime bien les deuxièmes mi-temps, surtout quand elles ressemblent à celles du dernier match de l'équipe de France. Et donc, je tiendrai l'engagement de modifier le décret EIM. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la Ministre. La parole à présent à Monsieur Alexandre Portier, président de la Commission mixte paritaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je souhaite évidemment tout d'abord saluer le travail remarquable de nos 4 rapporteurs, Lionel Duparret, Véronique Rioton, Sophie Mette et Belkir Belhaddad. Ça a été un vrai marathon sportif. Mais je voudrais aussi saluer nos collègues sénateurs à l'initiative de ce texte, le président Laurent Lafont et le rapporteur Michel Savin, ainsi que les administrateurs de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation qui ont contribué à ce texte. En construisant des consensus article par article, nous sommes parvenus à une CMP conclusive et à proposer une réforme structurelle qui vient renforcer en profondeur l'armature du sport professionnel. Le sport, les Français l'aiment profondément. Nous avons pu le mesurer à l'occasion de la Coupe du Monde. Mais le sport, il faut toujours le rappeler, c'est d'abord un bien commun, une source de dépassement, de communion, dans la pratique bien sûr, mais aussi d'abord dans le soutien que nous apportons à nos équipes. C'est le sentiment de fierté personnelle qui devient collectif et nous nous retrouvons tous unis derrière la sélection nationale ou les clubs de nos régions. Le sport, c'est d'abord ça. Il nous rassemble pour une chose, c'est parce que rien n'y est jamais écrit d'avance. La passion naît de l'imprévisible, c'est le lieu où tout est possible, avec une seule règle, que le meilleur gagne. Et au fond, c'est cet ADN-là que nous voulons préserver avec ce texte. C'est cela que nous voulons protéger parce que, précisément, cette magie du sport, cette compétition saine et équilibrée, libre, qui doit être fondée sur l'effort et la récompense de l'effort, cette règle-là, cet équilibre est aujourd'hui menacé. Et si ce texte parle de sport professionnel, je veux évidemment rappeler, ça a été fait par Madame la Ministre, qu'il trouve son origine dans les dysfonctionnements du football professionnel. Je vais m'arrêter un peu là-dessus parce que, alors qu'il concentre toujours plus de capitaux et que les droits audiovisuels conservent une forte valeur marchande, le foot français est, disons-le, en très mauvaise santé financière. D'importantes décisions stratégiques ces dernières années ont mis à mal l'équilibre financier des clubs et ces décisions illustrent un mouvement plus profond, celui d'un football professionnel où la logique de marché tend parfois à supplanter l'intérêt sportif. Trop souvent, les intérêts financiers ont pris le pas sur l'intérêt sportif. Et s'il y a un phénomène qui illustre ces dérives, c'est celui de la multipropriété des clubs. Multipropriété des clubs pour lequel, très clairement, le cadre national, aujourd'hui, ne me permet pas d'apporter une réponse pleinement satisfaisante. Mais il faut quand même qu'on en parle parce qu'à mesure que la propriété des clubs se concentre entre les mains d'une poignée d'investisseurs, une logique de rentabilité s'impose en rupture avec le modèle sportif que nous aimons. Les nouvelles stratégies financières sont très éloignées de l'esprit qui devrait dominer l'univers sportif. Elles mettent à profit les ressources de petits clubs pour asseoir la domination d'équipes déjà surfinancées et surexposées. Et je pense qu'il y a peu de députés ici présents qui adhèrent à cette logique parce qu'on voit bien la menace pour le sport de proximité, pour le sport de nos territoires, pour le sport régional. Au-delà des conséquences néfastes pour les clubs rachetés qui perdent petit à petit leur autonomie sportive, la multipropriété porte atteinte à l'aléa sportif et l'intégrité des rencontres.
Et évidemment, c'est la magie du sport qui menace demain de s'effacer. Lorsque deux clubs ayant des liens financiers s'affrontent en compétition, comment garantir l'intégrité des matchs? Comment garantir la sincérité de la compétition sportive? Le risque de conflit d'intérêts est trop important pour que l'on puisse laisser ces situations perdurer. Alors évidemment, on n'a pas pu traiter ce sujet comme on l'aurait voulu dans le cadre de ce texte, mais je veux quand même dire que le texte issu de la CMP comporte une belle avancée. Nous mettons notamment en place un contrôle plus ferme sur les projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaire d'une société sportive grâce à l'appui de la DNCG. Mais comme beaucoup d'entre vous, je souhaite aujourd'hui aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que pour protéger l'esprit du sport dans les compétitions européennes, j'ai effectivement déposé une proposition de résolution européenne visant à interdire la multipropriété au niveau européen. Elle s'appuie, cette proposition de résolution, sur un travail transpartisan de nombreux députés de notre Assemblée qui dépasse largement le cadre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et il semble nécessaire, Madame la Ministre, que la France puisse porter ses ambitions à l'échelle européenne pour protéger les clubs français et non pas les affaiblir. En modernisant la gouvernance du sport professionnel et en mettant fin à de nombreuses dérives, ce texte, celui que nous allons voter aujourd'hui, permet déjà de franchir des pas significatifs et c'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à le voter. Par notre vote, nous allons créer un cadre qui permettra aux clubs d'investir sereinement dans le développement sportif. Nous consoliderons la chaîne de formation, nous garantirons un sport de qualité et surtout la passion que les Français aiment partager. Le sport doit rester magique et continuer à faire rêver. Le football doit rester une compétition de joueurs, pas d'investisseurs. Et c'est la raison pour laquelle nous serons, je l'espère, unanimes à voter ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous entamons la discussion générale. Avec, pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoire, la parole à Monsieur Jean Baudard. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Donc, nous examinons aujourd'hui les conclusions de la Commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Mon groupe s'est pleinement investi dans l'examen de ce texte avec deux convictions fortes. Nous avons tout d'abord relevé que cette proposition de loi a été conçue avant tout pour répondre aux difficultés du football professionnel. Le constat est légitime, notre football traverse une crise profonde, économique, financière et de gouvernance. Il était donc nécessaire d'agir. Mais une réforme pensée pour le football ne doit pas produire des effets de bord sur l'ensemble du sport professionnel. Voilà notre première conviction. Les réalités économiques, les modes d'organisation, les équilibres financiers diffèrent profondément d'une discipline à l'autre, dont certaines reposent sur des modèles beaucoup plus fragiles. Fort d'une expérience passée, j'ai abordé ce texte avec une préoccupation constante, préserver la diversité des modèles sportifs français plutôt que de leur imposer un cadre uniforme. C'est pourquoi nous avons cherché, lors du passage du texte à l'Assemblée nationale, à rééquilibrer plusieurs dispositions afin de mieux prendre en compte les spécificités propres à chaque discipline. Je pense notamment à l'article 2 qui organise les relations entre les fédérations et les ligues professionnelles en cas de désaccord sur leur convention de subdélégation. Le texte, tel qu'adopté en CMP, reprend une des propositions que nous avions formulées pour qu'à l'expiration de la convention, en l'absence d'accord entre la fédération et la ligue, le ministre chargé des sports puisse donner force exécutoire à sa propre proposition de convention pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Nous avions proposé 1 an, non renouvelable. Il avait pu passer à 1 année renouvelable une fois, après avoir été proposé pour la durée de la convention. Tout cela nous satisfaisait pleinement, mais le dispositif diffère donc à regret. Nous espérons qu'il pourra, même s'il est trop court, garantir la continuité du service public du sport professionnel, tout en évitant qu'une intervention exceptionnelle de l'État ne devienne une forme de tutelle permanente. Plus largement, nous défendons un principe simple. Les fédérations et les ligues doivent conserver la capacité de définir ensemble les règles adaptées à leur discipline. Ce qui est pertinent pour le football ne l'est pas nécessairement pour le rugby, le cyclisme, le basket, le volley ou le handball. N'oublions jamais que le sport professionnel évolue dans un environnement extrêmement concurrentiel. Ces modèles économiques reposent sur l'attractivité auprès des spectateurs, auprès des diffuseurs et auprès des partenaires. À vouloir multiplier les contraintes
ou uniformiser les règles, nous risquerions d'affaiblir nos compétitions plutôt que de les renforcer. À la lecture du texte issu de la commission mixte paritaire, chacun constatera d'ailleurs que les préoccupations propres au football ont largement structuré les arbitrages retenus. Néanmoins, nous nous félicitons que le texte, tel qu'issu de la CMP, retienne une expérimentation de 2 ans pour mettre en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuel à l'occasion de la diffusion des compétitions sportives. Il s'agit d'une proposition que notre groupe porte depuis plusieurs années. Le gouvernement et le Parlement détermineront, à l'issue de ces 2 années, les résultats de celle-ci. Notre seconde conviction concerne un angle mort majeur de cette réforme, la place du sport féminin. Nous regrettons que cette dimension n'ait pas été davantage intégrée dès l'origine du texte. Nous espérons qu'une proposition de loi nous permettra de donner au sport professionnel féminin l'impulsion qu'il mérite d'ici la fin de la législature. En ce sens, nous nous félicitons que la CMP ait retenu plusieurs de nos propositions pour la féminisation du sport. Nous avions fait adopter un article pour clarifier la notion d'instance dirigeante afin que les obligations de parité concernent effectivement les véritables organes de décision, et nous regrettons qu'il ait été supprimé en commission mixte paritaire. Ces remarques mises à part, notre groupe considère que cette proposition de loi apporte des réponses utiles à des difficultés bien réelles et comporte plusieurs avancées que nous saluons. C'est la raison pour laquelle nous la voterons. Mais elle laisse encore de côté certaines problématiques essentielles pour les disciplines en dehors du football et pour le développement du sport féminin. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole pour le groupe Gauche démocrate et républicaine à madame Bourouard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le débat en hémicycle a été l'occasion pour notre groupe de défendre une autre vision du sport, celle d'un sport égalitaire, inclusif et dans lequel les actionnaires ne décident plus seuls de l'avenir du sport français. Pourtant, chacune de nos propositions a été écartée par les rapporteurs au nom de la sacro-sainte compétitivité. Les dirigeants du sport français sont parvenus à imposer dans cet hémicycle l'idée selon laquelle les législateurs ne devraient pas se mêler sérieusement du sport professionnel. Cet apolitisme revendiqué n'est que le paravent du capital. Le totem de la compétitivité sert en réalité à liquider toute forme de solidarité, de régulation économique et faire disparaître tous les acteurs échappant aux logiques de marché. Politiser le sport, ce n'est pas l'instrumentaliser, c'est reconnaître une réalité ancienne et toujours actuelle, car le législateur est déjà intervenu à de nombreuses reprises lorsqu'il s'agissait de protéger les intérêts économiques du sport professionnel. C'est lui qui a créé des régimes administratifs dérogatoires pour expurger les tribunes de leurs éléments contestataires à la demande des clubs et de leurs actionnaires. C'est encore lui qui a favorisé leurs actionnaires. C'est encore lui, qui a favorisé la transformation des associations sportives en sociétés commerciales, reléguant les associations historiques à des missions devenues secondaires aux yeux des actionnaires. Hier, comme aujourd'hui, l'intervention du législateur est jugée légitime uniquement lorsqu'elle protège les intérêts du capital. Ainsi, il n'y a donc rien d'étonnant à voir les dirigeants du football français se féliciter des conclusions de la commission mixte paritaire, alors même qu'ils s'étaient initialement opposés à ce texte. Leur inquiétude était infondée, le business continuera comme avant. Les quelques mesures qui auraient pu remettre en cause certains équilibres, l'interdiction de la multipropriété ou la diffusion obligatoire d'un match en clair par journée, ont été écartées au motif qu'elles contraindraient excessivement les clubs et les ligues. Une fois de plus, les bénéfices sont privatisés. Le sport est privatisé, mais les pertes et les conséquences sociales du sport business sont nationalisées. Le fonds d'investissement GACP et Gérard Lopez ont conduit les Girondins de Bordeaux jusqu'à la liquidation judiciaire et à une relégation en 6e division. Qui paiera la facture ? Les collectivités, les salariés, les supporters,
les contribuables, tout le monde, sauf les responsables. La version définitive de ce texte est donc bien peu ambitieuse. La création d'un espace de dialogue entre les associations de supporters et les ligues constitue certes une avancée, mais elle demeure largement insuffisante. Comment peut-on imaginer que le dialogue suffira à concilier deux groupes dont les intérêts sont profondément divergents et dont les rapports de force sont si déséquilibrés ? Les supporters défendent des places accessibles, des horaires de match compatibles avec la vie des familles et des travailleurs. La Ligue, les diffuseurs et les clubs ont pour seul leitmotiv la rentabilité maximum de ce qu'ils appellent désormais un produit. Face à cette divergence irréductible, seul un véritable partage du pouvoir permettra de rééquilibrer le rapport de force. Nous partageons naturellement certaines dispositions du texte, le renforcement des prérogatives de la DNCG, une meilleure répartition des revenus issus des droits audiovisuels ou encore le durcissement des règles d'incompatibilité applicables aux dirigeants des fédérations. Mais il serait naïf de croire que ces mesures modifieront en profondeur le modèle économique du sport professionnel français. Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence le volet répressif de ce texte. Prévoir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour la diffusion non autorisée d'un match témoigne d'un paradoxe saisissant. Votre modération lorsqu'il s'agit de réformer le sport business est inversement proportionnelle à votre sévérité lorsqu'il s'agit de punir ceux qui en effreignent les règles. De la même manière, l'extension des règles d'honorabilité à certains délits mineurs pourra interdire à vie des fonctions dirigeantes à une personne condamnée, par exemple, pour une conduite en état d'ivresse. À l'inverse, ruiner un club, détruire des centaines d'emplois ou contraindre des pouvoirs publics à mobiliser des millions d'euros ne conduit à aucune véritable responsabilité personnelle. En définitive, ce texte ne marque ni aggravation franche ni remise en cause des logiques néolibérales qui gouvernent aujourd'hui le football, et c'est la raison pour laquelle notre groupe s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Union des droites pour la République, la parole à Monsieur Bloch. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en préambule de mon propos, je souhaite rendre hommage à un Français célèbre à travers le monde, à un homme qui, bien avant beaucoup d'autres, avait identifié les dérives auxquelles le sport professionnel allait être confronté. Je veux évidemment parler de Michel Platini. À la suite de l'arrêt Bosman de 1995, qui a profondément bouleversé l'équilibre du football européen, Michel Platini n'a cessé de défendre une véritable exception sportive européenne afin de préserver la formation, l'ancrage territorial des clubs et l'équité des compétitions. Quelques années plus tard, au sommet européen de Biarritz, cette ambition fut portée par le président Sarkozy, mais elle se heurta à l'intransigeance de la Commission européenne. Pourquoi rappeler cette histoire ? Parce qu'elle nous enseigne une chose essentielle. Les difficultés du sport professionnel français trouvent largement leur origine dans un cadre européen. Ce que nous craignons, Madame la Ministre, et ce que craignent nombre de clubs professionnels, c'est que sous couvert d'une volonté parfaitement légitime de moraliser la gouvernance du sport professionnel, nous ajoutions finalement de nouvelles contraintes à des clubs déjà confrontés à une concurrence européenne extrêmement déséquilibrée. Qu'on ne vienne pas ici caricaturer notre position. En tant que député de la circonscription où évolue le FC Sochaux-Montbéliard, je suis bien placé pour savoir ce qu'il advient lorsqu'un club historique devient la proie d'aventuriers sans scrupules. Je suis aussi bien placé pour rappeler qu'il a été sauvé grâce à la mobilisation exceptionnelle de ses supporters, de ses entreprises, de ses collectivités et de tout un territoire. Aujourd'hui, son modèle de gouvernance suscite l'intérêt bien au-delà de la Franche-Comté. Cette réussite n'est pas née d'une nouvelle loi. Elle est née d'une mobilisation locale et d'une gouvernance responsable. Voilà pourquoi nous pensons que les réponses ne sont pas toujours législatives. Ce n'est pas cette loi qui empêcherait demain la création d'une Super Ligue européenne que, par ailleurs, on ne pourrait pas interdire, puisqu'elle aurait l'appui de la Commission européenne et de la Cour de justice de Luxembourg. En réalité, deux erreurs traversent encore ce texte. La première consiste à répondre par une loi française à des déséquilibres qui sont d'abord européens. La seconde consiste à répondre de manière uniforme à des sports qui ne vivent pas les mêmes réalités. Car, reconnaissons-le, nous avons essentiellement parlé de football depuis le début de ce débat. Et pour cause, cette proposition de loi est née d'une crise réelle, celle du football professionnel.
Mais les règles qu'elle instaure continuent de s'appliquer indistinctement au rugby, au basket, au handball ou aux autres disciplines professionnelles, alors que chacune possède sa propre gouvernance, son propre équilibre économique et son propre modèle de développement. C'est étonnamment pour cette raison que notre groupe avait fait le choix de l'abstention en première lecture. Et je veux saluer ici l'intervention de notre collègue du Rassemblement national, Michel Martinez, qui, à l'ouverture des travaux de la commission mixte paritaire, a rappelé avec force cette même exigence, respecter les spécificités de chaque sport et ne pas appliquer indistinctement aux autres disciplines des règles pensées avant tout pour répondre à la crise du football. Malheureusement, la commission mixte paritaire n'est pas allée jusqu'au bout de cette logique. Malgré quelques mesures de bon sens, notamment en matière de transparence, de protection du sport amateur et d'encadrement de certaines dérives, le texte demeure tout de même imparfait. Il continue d'ajouter des contraintes qui interrogent la liberté d'entreprendre et la compétitivité de nos clubs. Il continue de privilégier une réforme de la gouvernance sans répondre véritablement aux difficultés économiques qui fragilisent aujourd'hui le sport professionnel français. Et surtout, il continue de rompre un équilibre que des disciplines comme le rugby, le handball ou le basket avaient su construire au fil des années. Nous aurions souhaité un texte qui ne prenne pas le risque d'affaiblir nos clubs, un texte qui tienne davantage compte de la diversité des sports professionnels. Et nous aurions souhaité aussi qu'au lieu d'être le petit télégraphiste de la Commission de Bruxelles depuis 9 ans, le président de la République reprenne à son compte l'idée platinienne d'exception sportive européenne. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole pour le groupe Rassemblement national à madame Martinez. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, le sport professionnel fait vibrer des millions de Français. La récente finale du Top 14 et les rencontres de l'équipe de France de football ou encore le Tour de France l'ont une nouvelle fois démontré. Le sport rassemble, suscite des émotions collectives et participe pleinement au rayonnement de notre pays. Mais le sport est bien plus qu'un spectacle. Il est un formidable vecteur de cohésion, de dépassement de soi, de transmission et d'identité. À ce titre, nous avons le devoir de le protéger et de lui permettre de continuer à jouer pleinement son rôle dans notre société. La proposition de loi issue de la commission mixte paritaire poursuit plusieurs objectifs importants. Moderniser la gouvernance du sport professionnel, sécuriser son financement, lutter contre le piratage des retransmissions et accompagner son développement. Ces objectifs sont légitimes. C'est pourquoi le groupe Rassemblement national a pris toute sa part dans les débats avec un esprit constructif et, osons le dire, un véritable esprit sportif. Nous considérons que ce texte permettra de prévenir certaines dérives et d'éviter des situations de conflit d'intérêts susceptibles à terme d'entacher la crédibilité de nos compétitions. Il apporte également des réponses à des pratiques qui ont parfois suscité de légitimes interrogations. Le groupe Rassemblement national a donc soutenu les dispositions destinées à assainir le fonctionnement du sport professionnel, car nous sommes convaincus que l'argent et les rapports de pouvoir ne doivent jamais prendre le pas sur les valeurs qui font la noblesse du sport, le mérite, l'engagement, le respect des règles et le fair-play. Toutefois, nous avons exprimé une réserve importante tout au long de nos débats. Ce texte a été conçu principalement pour répondre aux enjeux du football professionnel, sans toujours tenir compte des réalités propres aux autres disciplines. Certaines dispositions relatives à la gouvernance ou au financement peuvent être pertinentes pour le football, mais elles apparaissent parfois inadaptées à d'autres sports, dont les modèles économiques, les équilibres et les modes d'organisation sont profondément différents. Je pense notamment au rugby, sport auquel je suis particulièrement attachée, sport professionnel dans mon département des Pyrénées-Orientales. Ce sport ne connaît ni les mêmes dérives salariales, ni les mêmes logiques financières que d'autres disciplines. Il repose sur un modèle profondément ancré dans les territoires, porté par ses clubs, ses bénévoles et des supporters fidèles. Et c'est cette spécificité que nous devons préserver. C'est pourquoi, avec mes collègues du Rassemblement national, nous avons défendu plusieurs amendements visant à adopter certaines dispositions, en fait qu'elles ne deviennent pas inutilement contraignantes, voire contre-productives pour les disciplines qui fonctionnent selon un modèle différent. Si ce texte demeure perfectible, je me réjouis néanmoins que les travaux de la commission mixte paritaire aient permis d'aboutir à un compromis. Je souhaite également rappeler que le sport professionnel ne peut être envisagé
sous le seul angle économique ou financier. Il assume une responsabilité sociale, éducative et territoriale essentielle. Il doit rester populaire, accessible et fidèle aux valeurs qui ont fait son succès. À cet égard, les dispositions en faveur du développement du sport féminin constituent une avancée qu'il convient de saluer. Pour toutes ces raisons, malgré les réserves que nous avons exprimées sur certaines dispositions, le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi. Pour conclure, je veux rendre hommage à tous ceux qui font vivre le sport au quotidien. Les clubs, les fédérations, les dirigeants, les éducateurs, les arbitres, les bénévoles et bien sûr les supporters. Leur engagement fait battre le cœur de nos territoires et contribue au rayonnement de la France. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Ensemble pour la République, la parole à Monsieur Dirks. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. L'accord trouvé en commission mixte paritaire nous permet aujourd'hui d'achever l'examen de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Le compromis trouvé préserve à nos yeux l'essentiel. Il renforce la gouvernance de notre modèle sportif, tout en préservant la dynamique du sport professionnel. C'est à la condition de son équilibre. Le texte réaffirme d'abord le rôle des fédérations. Elles sont les garantes de l'intérêt général de leur discipline. Il était donc légitime de conforter leur rôle. Mais cette réaffirmation ne pouvait se faire au détriment du sport professionnel. Car il ne faut jamais oublier que le dynamisme du sport professionnel participe aussi au rayonnement de nos disciplines, à leur attractivité et au financement d'une partie de notre modèle sportif. Je me réjouis que ce texte renforce les moyens de lutte contre le streaming illégal. Le piratage des compétitions sportives prive les clubs, les ligues et les fédérations de ressources essentielles. En protégeant les droits audiovisuels, nous protégeons aussi les moyens de développer le sport et de préserver un modèle économique indispensable à l'ensemble de la filière. Je veux également saluer les dispositions en faveur du développement du sport professionnel féminin, cher à notre collègue Riotto. Le sport féminin connaît aujourd'hui un essor remarquable. Il nous appartient désormais de lui donner les moyens de poursuivre cette dynamique et de franchir une nouvelle étape dans son développement. Je souhaite néanmoins exprimer une réserve. Je regrette que la possibilité donnée à la ministre d'accorder une dérogation au plafonnement de la rémunération de certains dirigeants ait été conservée. Nous ne pensons pas que ce soit le rôle de la ministre chargée des Sports de se prononcer sur ce type de décision. Le rôle du législateur est de fixer le cadre, celui du gouvernement est de veiller à son application. Les éventuelles dérogations doivent relever de critères objectifs et d'une gouvernance propre au mouvement sportif, plutôt qu'une décision ministérielle. Mes chers collègues, cette loi apporte des réponses utiles, mais elle ne saurait clore le débat, car la politique sportive de notre pays ne peut se résumer à la seule organisation du sport professionnel. Nous devrons poursuivre cet effort, à donner davantage de visibilité à l'ensemble des acteurs économiques du sport, à poursuivre l'effort en faveur des équipements sportifs, à conforter la place de l'activité physique dans le parcours de nos enfants, notamment à travers une réflexion sur les temps scolaires, à continuer de soutenir les collectivités territoriales, les clubs et les bénévoles qui constituent le premier maillon de notre modèle sportif, à mieux reconnaître encore la contribution du sport professionnel au développement du sport pour toutes et pour tous. C'est cette ambition que nous devrons traduire dans la grande loi de programmation du sport que nous appelons de nos vœux. Car c'est tout notre modèle sportif qu'il nous appartient de conforter. Un modèle qui ne prend tout son sens que s'il permet le développement d'un sport partout et pour tous. Parce que derrière chaque champion, il y a un club. Derrière chaque club, il y a des bénévoles, des éducateurs, des arbitres, des collectivités territoriales, des milliers de femmes et d'hommes qui chaque jour donnent leur temps pour faire vivre le sport partout en France. C'est cette chaîne que nous devons préserver. C'est cet équilibre qui fait la force de notre modèle sportif. Un modèle qui repose sur la complémentarité entre le sport amateur et le sport professionnel, entre les fédérations et les ligues, entre les collectivités, les associations et les clubs. Un modèle original auquel nos concitoyens sont profondément attachés et qui constitue une véritable richesse pour notre pays. Le sport est ce qui relie nos territoires. Il rassemble les générations.
Il fait vivre nos communes, nos quartiers et nos villages. Il crée du lien là où tant de choses nous divisent. Il est aussi un formidable vecteur d'émancipation, d'engagement et de citoyenneté. Aujourd'hui, nous adoptons une réforme utile. Demain, il nous appartiendra de poursuivre cette ambition et de donner au sport la place qu'il mérite parmi les grandes politiques publiques de notre pays. Parce qu'investir dans le sport, c'est investir dans la santé, dans la cohésion des territoires, dans l'éducation, dans l'attractivité de notre pays et finalement dans ce qui nous rassemble. C'est dans cet esprit que notre groupe votera ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe La France Insoumise, la parole à monsieur Piquemal. Madame la ministre, monsieur le président, messieurs les rapporteurs, une première question. À qui appartient le foot ? L'édition de la Coupe du Monde 2026 vient de s'achever et nous apporte quelques réponses. C'est peut-être la pire Coupe du Monde de tous les temps. Des prix de place exorbitants, un saccage écologique, des personnes qui se sont vues refuser le droit de venir supporter leur équipe, voire de venir arbitrer, et des coups de fil pour du favoritisme afin de privilégier tel joueur qui a été suspendu. Le football a été accaparé par la FIFA de l'affreux Infantino et son ami Donald Trump. Ils veulent le financiariser jusqu'à déformer à coups de pauses publicitaires artificielles et de mi-temps dignes du Super Bowl. Et pourtant, même s'ils essaient, malgré l'emprise financière dans laquelle évolue le foot professionnel, ce dernier irrémédiablement revient au peuple. Le peuple de Lamine Yamal qui dédie sa motivation à son pays et à la rue. Le peuple de Lisandro Martinez et Borja Iglesias qui refusent de serrer la main et de sourire à Donald Trump. Le peuple de Megan Rapinoe et Jenny Hermoso, footballeuses mobilisées contre le sexisme. L'occasion ici de féliciter l'Espagne pour sa victoire méritée lors de ce mondial, sur le toit du monde en matière de foot, mais aussi sur le toit du monde en matière de droit international, par la voix de Pedro Sanchez, pour rompre les relations commerciales avec le gouvernement génocidaire de M. Netanyahou. Merci aussi à nos Bleus, pour la 3e fois consécutive dans le dernier carré du mondial. Merci à Didier Deschamps, à son staff, à Kylian Mbappé pour son exemplarité et son langage clair face à la montée de l'extrême droite. D'ailleurs, Kylian Mbappé est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est sûr que ce n'est pas Jordan Bardella qui ferait rayonner la France comme ça depuis Monaco. Si un tel engouement existe derrière nos Bleus, ce n'est pas que lié à leur niveau de jeu. C'est aussi parce qu'ils sont l'émanation d'une des plus grandes richesses de notre pays, la vivacité du foot amateur. 12 000 clubs, 400 000 bénévoles qui, toutes les semaines et week-ends, accompagnent nos jeunes, font vivre la solidarité, la lutte contre les discriminations, une certaine idée de la France, qui gagne ensemble, qui perd ensemble, mais surtout qui vit ensemble, n'en déplaise aux racistes. Merci à elles et eux. Aussi, le plus bel hommage aujourd'hui aurait pu être rendu au foot français avec une loi visant à améliorer les conditions d'exercice du foot amateur et du sport amateur de manière générale. Favoriser le recrutement d'éducateurs sportifs formés, avoir des actions pour développer le sport amateur féminin et handisport, lancer un plan de rénovation et de développement des équipements sportifs. Mais on se contentera aujourd'hui d'une proposition de loi visant au financement du foot professionnel et du sport professionnel dans son ensemble. Alors la proposition de loi qui veut faire passer notre modèle à un modèle de première ligue concernant le foot, première ligue anglaise, est un modèle fortement financiarisé et critiqué. Cela va à l'encontre de notre vision du sport et c'est pourquoi nous nous abstiendrons, mais nous tenons à noter aussi qu'au cours des débats, un certain nombre de propositions portées par le groupe de la France Insoumise ont été prises en compte et ont été incorporées dans cette proposition de loi. Je pense à l'encadrement de l'écart maximal de distribution des droits audiovisuels, le droit de veto de la fédération sur les décisions les plus importantes, le développement du foot féminin professionnel et du sport féminin professionnel de manière générale. Et il convient aussi de saluer l'obligation donnée à la Ligue professionnelle d'entretenir un dialogue constant et d'associer à la gouvernance
les supporters, ainsi que les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les VSS. Ces quelques avancées ne doivent cependant pas masquer les stagnations ou les reculs qui ne rendent pas service à la démocratisation du sport. Tout d'abord, rien n'est fait contre le coût exorbitant des abonnements au contenu sportif, évalué en moyenne à 63 € par mois, mais on va criminaliser celles et ceux qui se débrouillent pour essayer de voir du sport télévisuel. Ensuite, un regret profond. Malgré qu'il y ait eu des avancées sur l'idée de rompre avec la multipropriété des clubs professionnels, eh bien, les amendements de mon collègue Éric Coquerel ont, hélas, été vidés de leur substance lors de la CMP, et c'est très regrettable. Pourtant, ce danger guette nos clubs, et certains l'ont payé chèrement, comme par exemple les Girondins de Bordeaux. Bref, c'est précisément des prédateurs financiers qu'il faut émanciper le sport et le football pour le rendre à celles et ceux à qui il appartient. Alors, vive la France, vive la République et vive le sport pour toutes et tous. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole à monsieur Courbon. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Enfin, plus d'un an après son adoption au Sénat et après un parcours assez discontinu à l'Assemblée, la loi relative à la gouvernance et au financement du sport professionnel arrive au terme de son parcours législatif. Alors, l'objet initial de ce texte consistait à doter le sport professionnel français d'une organisation et d'un cadre de gouvernance rénové afin de lui permettre de répondre aux enjeux économiques et éthiques auxquels il est confronté. La proposition de loi réaffirme ainsi le rôle central des fédérations dans l'organisation et la régulation des disciplines dont elle a la responsabilité. Elle renforce aussi la transparence de la gouvernance et la prévention des conflits d'intérêts. À ce titre, l'objectif premier du texte est rempli. En donnant un cadre de négociation renouvelé pour les droits télé, devenus la principale source de revenus dans le sport professionnel, et en permettant un coup d'accélérateur dans la lutte contre le piratage responsable d'une indéniable perte de valeur et de ressources, le texte entend aussi conforter le modèle économique du sport professionnel en proie à d'importantes difficultés financières que personne ne méconnaît. Il n'en demeure pas moins que ce texte vient peut-être à l'insu de son plein gré entériner la logique d'un sport professionnel chaque jour plus financiarisé et devenu ultra dépendant des moyens et du bon vouloir des diffuseurs d'une part et des paris sportifs d'autre part. Alors si le football incarne la quintessence de cette évolution que certains, dont je fais partie, considèrent comme une dérive, nous pouvons nous féliciter de l'apport du débat parlementaire pour muscler le texte et déployer par la loi un certain nombre de garde-fous. Car gardons bien à l'esprit que si ce texte est venu voler au secours d'un football français dépeint comme étant à l'agonie sur le plan économique, celui-ci s'y est mis tout seul, comme un grand, sans intervention extérieure, du seul fait du choix de certains de ses dirigeants, dont quelques représentants n'ont pas eu de mots assez durs pour qualifier notre travail. On allait tuer le foot et dans une moindre mesure le rugby professionnel avec nos propositions farfelues de solidarité financière, d'encadrement des salaires ou encore la prise en compte de l'avis purement consultatif des supporters. Eh bien non, nous nous réjouissons au contraire d'un certain nombre d'avancées au service de l'intérêt général, avancées dont les socialistes sont parfois à l'origine ou auxquelles nous avons pris toute notre part. Je citerai notamment la régulation du métier d'agent sportif, l'instauration d'obligations faites aux différents acteurs vis-à-vis du développement du sport féminin et un renforcement du principe de solidarité avec le sport amateur, l'instauration d'une instance de dialogue permanent destinée notamment à garantir le principe de concertation avec les supporters vis-à-vis de toute modification du calendrier des compétitions, instance dont il conviendra, Madame la Ministre, de s'assurer du bon fonctionnement, instruits que nous sommes des dysfonctionnements ou plutôt de la marginalisation de l'INS vis-à-vis des missions qui lui sont pourtant confiées par le Code du sport. Je salue aussi la reconnaissance indirecte de l'existence, pour la première fois, de l'actionnariat populaire, les socios à la française, l'écriture dans le marbre de la loi d'un écart maximal de 1 à 3 dans la répartition des droits TV pour un meilleur partage du gâteau et la reconnaissance de la problématique majeure qui est devenue aujourd'hui la multipropriété, à la fois parce qu'il s'agit d'un mécanisme de contournement des mécanismes de régulation financière, mais aussi un système qui permet finalement de cristalliser des positions de clubs et par là même la vassalisation de certaines entités sportives condamnées à jouer les seconds rôles au service de grandes et richissimes locomotives européennes. Et à ce titre, l'inscription du principe d'aléa sportif dans le Code du sport constitue une avancée historique. Je salue également l'expérimentation de la publicité virtuelle au service de la diversification des ressources des clubs.
Néanmoins, nous nourrissons quelques regrets nécessaires au compromis, mais qui demeurent selon nous des occasions manquées. Au titre de l'exemplarité des dirigeants du sport professionnel vis-à-vis de l'immense frugalité à laquelle sont astreints les clubs amateurs en ce qui concerne le plafonnement des rémunérations. Des regrets également en ce qui concerne l'exposition du sport au plus grand nombre et notre proposition phare d'obliger les détenteurs des droits TV à garantir un accès gratuit à un pourcentage défini de matchs en clair dont ils détiennent les droits. Proposition d'équilibre qui n'a pas pu être discutée en séance et qui n'a pas été retenue non plus en CMP, mais il s'en est fallu de peu, Madame la Ministre. Et des regrets encore en ce qui concerne l'accessibilité de brefs extraits et d'images d'archives pour la réalisation de magazines sportifs, mono ou pluridisciplinaires, dont on voit bien malheureusement qu'ils ont tendance à se raréfier. Et des regrets enfin en ce qui concerne le sujet de la multipropriété, avec malgré tout une reculade. L'Assemblée avait voté une interdiction pure et simple. Nous avons reculé, même si je salue l'initiative du président Portier de porter ce combat à l'échelle européenne à travers une PPRE dont nous espérons que nous pourrons discuter prochainement. Le texte issu de la CMP est plus que jamais un texte de compromis et d'équilibre. Il est par définition imparfait, mais nous en satisferons et nous voterons pour. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe droite républicaine, la parole à madame Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Avec ce nouvel été sportif, alors que se déroule actuellement le Tour de France, dont je salue le passage dans mon département de Haute-Savoie, et que la Coupe du monde de football a récemment rassemblé les Français derrière les Bleus, malgré les résultats finaux que nous aurions rêvé meilleurs, le sport occupe une place centrale dans notre société. Je note d'ailleurs, non sans un certain cynisme, que cette qualification jusqu'en demi-finale n'aura pas aggravé les difficultés financières de la Fédération française de foot, bien au contraire. Elle aura rapporté à la FFF entre 23 et 25 millions d'euros versés par la FIFA, très au-delà de l'objectif budgétaire, le quart de finale, que s'était fixé son président Philippe Diallo. La France est une grande nation sportive. Le sport représente près de 450 000 emplois, 147 000 entreprises et plus de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Son poids économique est considérable, mais son importance sociale, éducative et territoriale l'est tout autant. C'est pourquoi l'examen de ce texte était attendu et devenait prioritaire. Au cours de la navette parlementaire, le texte a été considérablement enrichi par nos deux assemblées. Je tiens à saluer le travail de la commission mixte paritaire qui a permis de répondre aux urgences de la filière du sport professionnel avec un cadre de gouvernance rénové, un contrôle renforcé et un modèle économique plus transparent et plus solidaire. Je souhaite revenir sur deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, le développement du sport féminin et la protection des droits audiovisuels, qui constituent une ressource essentielle pour financer le sport professionnel comme le sport amateur. Concernant le premier point, le texte issu de la CMP prévoit notamment de renforcer la solidarité financière entre sport professionnel masculin et féminin, de faciliter la création de ligues professionnelles féminines et d'améliorer la visibilité du sport féminin dans les médias. Pour donner envie à une petite fille d'entrer dans un club, de pratiquer une discipline et de s'y investir, il faut aussi qu'elle puisse s'identifier à des championnes. La diffusion régulière d'événements sportifs féminins en clair joue donc un rôle essentiel. Or, selon une enquête de l'ARCOM de 2023, la part du sport féminin diffusé à la télé est passée de 3,6% en 2018 à 4,8% en 2021. La même année, les articles du journal L'Équipe consacraient encore 91% de leur contenu sportif aux hommes, contre moins de 9% aux femmes. Des progrès existent néanmoins. Le Tour de France Femmes ou encore le tournoi des 6 nations féminins bénéficient désormais d'une belle exposition sur France Télévisions. Les matchs de l'équipe de France féminine de football y sont également codiffusés avec le groupe M6, tandis que la D1 Arkema est proposée sur Canal+, et que l'équipe 21 diffuse plusieurs compétitions féminines. Les Jeux olympiques et paralympiques constituent également un formidable vecteur de promotion de la pratique sportive féminine. Cette évolution reste toutefois encore trop lente et le sport professionnel masculin demeure largement dominant. Mais elle démontre aussi le rôle essentiel joué par l'audiovisuel public dans la visibilité du sport féminin. Ceux qui voudraient le supprimer ou le privatiser devraient mesurer ce qu'une telle décision affaiblirait tout effort de promotion.
Un autre enjeu majeur concerne la lutte contre le piratage des contenus sportifs. Il y a quelques mois, le député LFI Sébastien Delogu déclarait fièrement, sous les rires de ses collègues, « J'ai l'IPTV, ça ne m'intéresse pas de payer des gens qui vont s'en foutre plein les poches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gratuité. » Cet aveu illustre une forme de banalisation du piratage dont les conséquences sont bien réelles. Derrière la prétendue gratuité, il y a un coût, celui supporté par l'ensemble de l'écosystème sportif et audiovisuel, privé de ressources indispensables à son financement et à son développement. Le piratage sportif représenterait ainsi 100 millions d'euros de manque à gagner pour la Ligue de foot professionnelle. Selon Nicolas Taverneau, sans ce phénomène, la plateforme Ligue 1+ aurait pu compter 400 000 abonnés supplémentaires. La moitié des requêtes adressées à l'Arcom concernant le piratage porteraient par ailleurs sur la seule Ligue 1. Le texte renforce donc les pouvoirs de l'Arcom en permettant la mise en place d'un système automatisé afin d'assurer le blocage en temps réel pendant la diffusion en direct d'un événement sportif de l'accès à des sources de diffusion illicites. Les outils techniques existent, il était temps que le législateur permette leur utilisation à la hauteur de l'ampleur prise par ce fléau. Face aux défis auxquels est confronté le sport français, cette proposition de loi enrichie par le débat parlementaire apporte des réponses concrètes et utiles. Pierre de Coubertin disait que l'important dans la vie, ce n'est pas de vaincre, mais bien de combattre. Avec ce texte, nous donnons au sport français les armes pour bien combattre et lui donner les moyens pour un modèle sportif plus fort et plus équilibré. Parce que ce texte répond à plusieurs engagements importants en faveur du monde sportif, les députés de la droite républicaine le voteront. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Avant de donner la parole aux 3 derniers orateurs inscrits, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public sur la proposition de loi telle qu'elle résulte du texte de la commission mixte paritaire. Je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour le groupe écologiste et social, la parole à Monsieur Roux. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les rapporteurs, nous devons aujourd'hui nous prononcer sur une proposition de loi relative au sport professionnel dont nous savons qu'elle a été écrite sur mesure pour le football. Elle prévoit de renforcer l'honorabilité des dirigeants de fédérations sportives ou de ligues professionnelles, d'encadrer leur rémunération et de renforcer leur contrôle. Elle prévoit également de réduire l'écart de redistribution des revenus audiovisuels entre les clubs d'un même championnat, de renforcer le contrôle des fédérations sur la commercialisation de lots de droits télévisuels et d'étendre les règles relatives à la publicité et à la diffusion d'événements sportifs aux plateformes numériques. Sur ces points, c'est un texte qui était attendu. Mais au lendemain de la finale de la Coupe du Monde de football, je dois revenir sur les épisodes précédents. Le 29 juin dernier, je vous annonçais que cette Coupe du Monde serait une nouvelle fois le théâtre d'actes et de propos racistes, sexistes ou xénophobes. Cela n'a pas loupé. Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire de la compétition, a été la cible de propos ouvertement racistes tenus par une sénatrice paraguayenne. Et que dire des déclarations rances, des vieilles obsessions racistes de ceux qui refusent de considérer nos joueurs comme pleinement français parce qu'ils ne sont pas suffisamment blancs à leurs yeux. Au-delà de simples réactions ponctuelles de soutien qui ne coûtent rien mais qui ne changent rien, nous n'avons eu de cesse de demander tout au long des débats sur ce texte des mesures concrètes inscrites dans la loi pour lutter contre les discriminations dans le sport, comme une obligation de résultat pour les clubs dans la lutte contre le racisme, l'homophobie et le sexisme, proposée par ma collègue Danielle Simonet. Par ailleurs, alors que nous pensions que la Coupe du Monde au Qatar serait la plus polluante de l'histoire avec ses stades climatisés dans le désert, nous avons réussi l'exploit de faire de la Coupe du Monde 2026 la Coupe du Monde la plus néfaste de l'histoire pour le climat, comme l'a qualifié Greenpeace. Face au dérèglement climatique, j'ai proposé des mesures comme l'obligation pour les ligues, fédérations et sociétés sportives d'adopter une stratégie visant à réduire leurs impacts environnementaux et à augmenter la résilience de leurs activités et équipements sportifs, des mesures qui s'imposeront bientôt à nous. Il y aurait beaucoup à dire sur l'éthique également, sur les entorses répétées au principe de neutralité du président Gianni Infantino, qui, après avoir remis un prix FIFA de la paix à Donald Trump, a, pendant la compétition, cédé à l'intervention dans le champ sportif de ce dernier.
La corruption et la FIFA, décidément, c'est aussi solide que la défense de l'Espagne, et ça ne s'arrête jamais, comme le jet privé de son président. Sur ce sujet, nous avions fait des propositions comme l'intégration au sein des contrats de délégation d'un volet de prévention des atteintes à la probité, l'autorisation préalable du ministre de l'économie et de la ministre des Sports pour des investissements étrangers dans les sociétés sportives, la création d'une autorité administrative indépendante chargée de l'éthique et de l'intégrité du sport, mesure portée par Béatrice Bellamy et Sabrina Sebaï. En matière d'égalité hommes-femmes dans le sport, là encore, le compte n'y est pas. La loi sur la parité dans les instances dirigeantes n'a eu aucun impact sur les présidences. Et pourtant, vous avez refusé la mise en place par les ligues, fédérations et sociétés sportives d'une stratégie visant à prévenir et traiter les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, la représentation des associations de lutte contre les discriminations au sein des organes délibérants des sociétés commerciales, ou encore l'obligation faite à France Télévisions d'assurer une représentation égale entre le sport féminin et le sport masculin dans les programmes. Nous avions réussi à faire adopter par cet hémicycle quelques avancées, comme le contrôle et l'évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin mis en œuvre par les ligues et fédérations. Mais les membres de la commission mixte paritaire ont décidé de les supprimer. Autre décision arbitraire, alors que cette mesure faisait consensus pour lutter contre les dérives publicitaires des sites de paris sportifs, la suppression en CMP du whistle-to-whistle ban porté par mon collègue Emmanuel Duplessis. Certains ont préféré plier face à Winamax et Betclic plutôt que d'entendre les avis des médecins, des associations et des rapports parlementaires. À défaut d'avoir ramené la coupe à la maison, nous aurions pu ramener les bookmakers à la raison. En somme, ce texte conviendra aux acteurs du monde du football professionnel, mais il ne règle pas toutes ces dérives. Le groupe écologiste et social le votera sans plus d'enthousiasme que lorsqu'on regarde la petite finale. Merci les Bleus. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Les Démocrates, la parole à madame Lingemann. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, 5 milliards. 5 milliards, c'est le nombre de téléspectateurs aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 32 millions, ce sont les téléspectateurs du Tour de France. 20,2 millions, ce sont les téléspectateurs de la bien triste finale France-Espagne au Mondial de foot il y a quelques jours. Ces chiffres vertigineux disent une chose simple. Le sport rassemble, le sport transcende les générations, dépasse les frontières et fédère autour d'une même ambition, voir triompher son équipe, son athlète, ses couleurs. Mais derrière cette ferveur populaire se cache une réalité beaucoup moins enthousiasmante. Le modèle économique du sport professionnel français est aujourd'hui fragilisé. Dans un univers où les flux financiers explosent, où les compétitions s'internationalisent et où la dépendance aux droits audiovisuels ne cesse de croître, l'équilibre des clubs devient de plus en plus précaire. Le constat est préoccupant. Certains ne tiennent que grâce à l'apport de capitaux extérieurs ou à la vente régulière de leurs meilleurs joueurs. La crise récente des droits audiovisuels a brutalement rappelé cette vulnérabilité. Et lorsque la principale source de financement vacille, c'est toute la stabilité financière de nos clubs qui est menacée. À cette fragilité économique s'ajoute une crise de gouvernance, conflit d'intérêts, manque de transparence, rémunération parfois déconnectée des réalités. Autant de dérives qui nourrissent la défiance et fragilisent durablement notre modèle. Face à ces défis, la proposition de loi apporte des réponses concrètes. Le groupe Les Démocrates souhaite remercier Madame la Ministre d'avoir permis l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de notre Assemblée et d'avoir accepté qu'il soit enrichi des travaux parlementaires. Cette proposition de loi repose sur une conviction simple. Le sport professionnel doit être performant, mais il doit être aussi exemplaire. Exemplaire dans sa gestion, exemplaire dans sa gouvernance, exemplaire vis-à-vis de ses supporters, exemplaire enfin envers le sport amateur dont il demeure l'un des principaux soutiens. Les députés démocrates considèrent que le sport professionnel doit être
une véritable locomotive pour le sport amateur et la pratique sportive, mais aussi une source de revenus essentielle aux fédérations. Le texte renforce la transparence, consolide les mécanismes de contrôle financier, encadre davantage les dirigeants et agents sportifs, tout en apportant une réponse attendue au piratage des retransmissions qui privent le sport de ressources essentielles. Et à cet égard, je tiens à saluer le travail de notre collègue Sophie Mette. Les avancées introduites en commission permettront aux ayants droit d'agir plus rapidement grâce à un dispositif automatisé placé sous l'autorité de l'Arcom afin d'interrompre les diffusions illicites. C'est une avancée majeure pour protéger le financement de notre sport. Je veux également saluer les avancées obtenues en faveur de la féminisation du sport professionnel, un combat que je porte et sur lequel nous reviendrons avec un texte porté avec mes collègues de la délégation aux droits des femmes. En consacrant un principe de solidarité entre les secteurs masculins et féminins, notamment sur le plan financier, et en permettant à une même ligue professionnelle d'assurer le développement des deux compétitions, nous faisons le choix d'un modèle plus cohérent, plus équitable et plus ambitieux. Car le sport féminin ne doit pas être une variable d'ajustement ou une simple vitrine, il doit être aussi une composante à part entière et surtout de l'avenir du sport français. Je veux enfin souligner le renforcement de nos outils de régulation financière. Cela ne vous surprendra pas, je vais notamment vous parler du salary cap que nous avons défendu, qui n'est aucunement un frein à l'ambition. C'est une garantie contre les excès. Le rugby français en apporte tous les jours, tous les championnats, la démonstration, et en favorisant une concurrence plus équilibrée et une gestion plus saine, il a largement contribué à faire du top 14 l'un des championnats les plus attractifs au monde. Au fond, cette proposition de loi nous invite à retrouver un équilibre, l'équilibre entre ambition et responsabilité, entre attractivité internationale et équité, entre performance sportive et soutenabilité économique. Ce sont tous ces équilibres qui permettront à notre sport professionnel de rester compétitif sans renoncer à ses fondements. Alors évidemment, le groupe Les Démocrates votera ce texte avec conviction, parce que la grandeur d'un championnat ne se mesure pas seulement au nombre de ses trophées, elle se mesure aussi à sa capacité à durer, à inspirer et à demeurer fidèle aux valeurs qui font du sport un bien commun. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe Horizon et Indépendants, la parole à Madame Firmin Lebaudot. Mes chers collègues, c'est la dernière prise de parole. Si vous pouviez réduire un peu le volume sonore de vos discussions personnelles, ce serait fort appréciable. Je vous remercie. Je vous le confirme. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous arrivons au thème d'un parcours qui aura duré près de 2 ans. 2 ans après le rapport de la mission sénatoriale d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel, dont ce texte est directement issu. Notre Assemblée a ensuite considérablement enrichi cette proposition de loi et la commission mixte paritaire est parvenue à un accord. Sur un sujet qui n'avait rien d'évident, où les intérêts des fédérations, des ligues, des clubs et des diffuseurs sont loin de converger spontanément, c'est un résultat qui mérite d'être salué. La période de crise actuelle a fait tomber les droits de diffusion de 730 à 500 millions d'euros en une saison, avec des déficits cumulés de 1,2 milliard d'euros pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, et en plus de cela, un piratage qui n'a jamais été aussi généralisé et représente à lui seul un manque à gagner de plus de 290 millions d'euros par an. Ce texte n'est pourtant pas qu'un texte sur le football. C'est le football qui a rendu la crise visible, mais nos travaux ont largement montré que l'ensemble des ligues professionnelles connaissent des situations de blocage. Le rugby, le basket, le hand, le volley, le cyclisme sont concernés par les mêmes angles morts du Code du sport. Le premier rapport de cette proposition de loi est de sécuriser le modèle économique en permettant à une fédération délégataire de créer, avec ses clubs, une société commerciale chargée de commercialiser les droits audiovisuels. L'article 10 dote la lutte contre le piratage d'outils à la hauteur. Nous en sommes à 8000 blocages depuis 2022, quand la première ligue en obtient 650 000 en une seule saison. Quant à l'écart de répartition des droits entre les clubs, la commission mixte paritaire l'a plafonné de 1 à 3 à l'article 7, en l'étendant à toutes les disciplines plutôt qu'au seul football, et c'est l'élu de la ville du club doyen qui vous le dit. Le deuxième apport est l'article 2, qui concerne la gouvernance. En comblant un vide important, alors qu'il n'existait aucune procédure de retrait de la subdélégation accordée à une ligue, ce qui donnait à chaque partie un droit de veto de fait.
Il y aura désormais des motifs définis, une procédure contradictoire, une médiation et la possibilité pour le ministre de donner force exécutoire à une convention pendant 6 mois renouvelable une fois. Ce dispositif est, je le crois, un bon compromis. Le troisième apport auquel nous sommes particulièrement attachés, c'est le sport professionnel féminin. Jusqu'ici, aucun outil juridique ne permettait de créer une ligue féminine distincte, ni une société sportive dédiée. Le texte le permet et inscrit dans la loi un principe de solidarité entre secteurs masculin et féminin et impose un rapport public sur sa mise en œuvre. Un mot enfin sur la protection des personnes. L'article 2 bis encadre sérieusement la profession d'agent sportif et nous y tenions. Les futurs champions sont recrutés de plus en plus jeunes et l'agent est bien souvent leur premier contact avec le monde professionnel. S'y ajoute l'interdiction de jeu pour les parieurs qui harcèlent les athlètes, l'encadrement des pertes des 18-25 ans, les nouveaux pouvoirs de l'autorité nationale des jeux. 2 petits regrets. Un sur la multipropriété, même si la CMP a permis de tracer un chemin de travail qui nous permettra d'aller, grâce à la PPRE déposée par le président de la Commission, sur le chemin européen, et c'est une bonne chose. L'interdire aurait été une erreur et inconstitutionnel. Le deuxième, c'est la dérogation donnée à la ministre de pouvoir fixer le salaire des cadres dans la fédération, et ça, je pense que c'est une erreur, notamment en termes de liberté. Alors, pour conclure, je dirais qu'il faut rester lucide. Ce texte ne prétend pas sauver tel ou quel club, ni fixer les prix des droits télévisés. Il fait ce que le législateur peut faire, donner un cadre clair et des règles de gouvernance lisibles. Mais ne nous y trompons pas. Nous ne légiférons pas sur un secteur économique comme un autre. Un club, c'est un nom sur un maillot, une ville qui s'y reconnaît, des enfants qui se lèvent le samedi matin pour s'entraîner parce que des sportifs les font rêver, des bénévoles qui encadrent tous nos jeunes. Le sport reste l'un des rares endroits où notre pays se retrouve tout entier sans se demander d'où vient chacun. Le sport français a des talents, des clubs enviés partout en Europe, des championnats populaires et des sportifs et sportives qui remplissent les stades. Ce qui lui manquait, c'était un cadre réformé à la hauteur de ce qu'il représente. Alors, parce que ce texte y contribue et parce qu'il ouvre enfin au sport professionnel féminin la place qui aurait dû être la sienne depuis longtemps, le groupe Horizon et Indépendants votera les conclusions de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La discussion générale est close. Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire. Conformément à l'article 113, alinéa 3 du règlement, je vais appeler à l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi. Les amendements de Monsieur le rapporteur. Rédactionnel, Monsieur le Président. Donc, on les met tous ensemble. Les quatre sont rédactionnels. Rédactionnel, favorable, Madame la Ministre. Favorable, Monsieur le Président. Favorable aux 4. Donc je mets aux voix l'amendement numéro 3, double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 1, même avis, même vote. Adopté. Le 4, même avis, même vote. Adopté. Le 2, même avis, même vote. Adopté. Je mets aux voix par scrutin public la proposition de loi telle qu'elle est issue de la commission mixte paritaire modifiée par les amendements qui viennent d'être adoptés. Je vous demande de rejoindre vos places, s'il vous plaît. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 441, exprimé 360, majorité 181, pour 359, contre 1. L'Assemblée a adopté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à vous abonner à la chaîne IFP et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre opinion et à mettre un j'aime si ce contenu vous a plu. Vos réactions contribuent au débat et nous aident à développer la chaîne. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt sur IFP.